9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Les grandes gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Bienvenue chez les GG en ce lundi matin, 2h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est ce que nous essayons de faire à travers cette émission. Vous avez évidemment la possibilité d'intervenir en direct en nous envoyant tout simplement des SMS GG au 8037. Sinon, vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Avec vous, nous allons décrypter l'actualité ensemble. Politique week-end. On va revenir, pourquoi pas, sur l'actu majeure en ce qui concerne politique ce week-end à Conakry. Une affaire qui commence à faire grand bruit. Oui, un rendam dans les milieux culturels guinéens. Affaire Koundouaka, Moïse Premier. Oui, Moïse Premier, représentant donc de Sika, réclame sa part de l'argent promis et payé par l'État. Et un mécène à l'occasion donc de la participation de l'artiste Abraham Sonti et de l'animateur Al Soiré au Sika 2014. Quelle est la genèse de cette affaire? Eh bien, revendique-t-il le représentant de Sika en Guinée? C'est ce que nous essayons de comprendre ce matin avec Moïse Kamara, et représentant donc de Sika que nous allons joindre en direct ce matin du côté du Maroc. L'opposition guinéenne qui décide de reporter donc sa manifestation qui était programmée pour ce lundi 11 mai pour, dit-elle, donner une chance au dialogue. Ceci dans la perspective donc du tête-à-tête prévu entre le président Condé et le chef de file de l'opposition. Mais au même, on sent comme un essoufflement de la stratégie donc à l'usure à l'épreuve. De l'usure à l'épreuve. Faut-il évoquer un zeste de bonne volonté ou cherche-t-on vers un changement de cap chez l'opposition? Entre autres, des questions posées ce matin chez les GG. Monsieur Mohamed Tal, il est chef de cabinet du président de l'UFR et porte-parole de l'UFR. Nous allons l'avoir ce matin chez les GG. Zoom ce matin, on va essayer de s'intéresser à ces étudiants du côté de l'Abbé. Alain Dussault a réalisé un reportage là-dessus. Vous allez l'écouter dans cette émission. Bonjour Ahmed. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour Ahmed Kamara. C'est le micro qui a des soucis. Voilà, le micro qui a des soucis. Allez, bonjour Roby. Bonjour. Voilà. Bonjour à vous Mohamed Djibril Kamara. Bonjour l'ami. Bonjour à vous mon cher Abouakar Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Vous avez dit jeudi matin, nous sommes lundi. Oui, c'est ça. Ben écoutez, vous avez dit 2h30. Hein. Ah ouais, c'est ce que je dis. Ah bien sûr, franchement, ça va dans tous les sens. Il a perdu. Bien. Allez, on s'intéresse à cette coupure. 20 000 francs guinéens en circulation à partir de ce lundi, Ahmed Kamara. Bien évidemment, ces billets seront donc en circulation aujourd'hui. Une conférence de presse est d'ailleurs prévue au niveau donc de la Banque centrale aujourd'hui, avant donc la mise en circulation de ces billets. Il y a assez d'interrogations, il faut le signaler. Nous avons tenté donc de joindre, c'est-à-dire l'institution chargée de gérer tout cela, la Banque centrale. Et si tout va bien, mercredi, le gouverneur de la Banque centrale sera dans ce studio pour répondre à nos différentes questions. Mais ce qui reste clair, c'est que déjà, comme je vous l'ai signalé, il y a des inquiétudes parce que nous, aujourd'hui, on s'est dit quoi? Aujourd'hui, la thésaurisation est quand même une réalité en Guinée. Beaucoup sont ceux qui refusent de mettre l'argent à la banque. Tout simplement, ils préfèrent les garder à la maison. Et avec les grandes gueules, c'est quand même une occasion, une aubaine encore pour ces personnes d'en garder plus à la maison. Et aussi, les trafiquants, vous le savez très bien, les trafiquants aiment ce genre de coupures, c'est-à-dire ces grosses coupures. Ça peut quand même les permettre de circuler avec une grosse manne financière. Et c'est pourquoi nous, quand même, on a des inquiétudes. Mais ces inquiétudes, le gouverneur nous dira également, est-ce que ça ne peut pas également avoir un impact négatif sur l'économie guinéenne? Notamment, on a vu avec la sortie d'un certain nombre de billets, quand les billets des 10 000 sont sortis, quand on avait reconfectionné tout ça, après ça nous a amené à une certaine inflation. Est-ce que la sortie de ces billets de 20 000 francs va pas également nous amener à une inflation? Grosse question, je pense qu'il sera là mercredi, il reprendra à ces questions. Voilà, pourquoi pas. Âge 2015, Abouakar Diallo, on s'intéresse là-dessus sur la participation de la Guinée. Ah oui, beaucoup d'incertitudes, de grosses incertitudes, si on peut se permettre, de gros nuages donc qui s'amoncellent dans le ciel du Hajj guinéen, de la participation de la Guinée, des candidats au Hajj 2015. Et on n'est pas en train de jouer au Cassandre ou au prophète de malheur, mais la réalité est que, selon nos informations, l'Arabie Saoudite a déjà saisi les autorités guinéennes, notamment le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État des Affaires étrangères, de son refus, une nouvelle fois, d'accorder des visas aux candidats au pèlerinage 2015. Parce que Ebola est toujours une réalité dans nos différents pays. Oui, c'est vrai que selon nos informations, c'est une décision donc du royaume wahhabite, mais qui concerne les trois pays
touchés par Ebola. C'est vrai que le Libéria est sorti de la gueule du loup depuis samedi. L'OMS a déclaré la fin de l'épidémie dans ce pays. Mais c'est un peu tard pour l'Arabie Saoudite donc de valider la participation du Libéria à ce grand rendez-vous. Donc c'est pratiquement consommé pour les fidèles musulmans désireux de se rendre à ce voyage au lieu saint. Donc c'est consommé et c'est pas évident, ils ne participeront pas sauf changement de dernière minute. Vous savez que la Guinée reste bloquée encore à 8 cas confirmés, 8 cas suspects et 16 hospitalisations dans les différents centres Ebola. Et il faut compter, il faut que la Guinée arrive à atteindre 0 cas d'Ebola très rapidement pour que le décompte pour la surveillance, la période de surveillance commence. Et vous savez que cette période de surveillance, elle dure 42 jours. 42 jours. Et vous savez que le Hajj interviendra cette année au mois de septembre. Quand est-ce qu'on va atteindre le 0 cas Ebola en Guinée? Et quand est-ce que ce décompte, cette période de surveillance va commencer pour qu'on soit dans les délais? L'Arabie Saoudite ne veut pas prendre donc de risques et je pense que elle a déjà pris sa décision. Elle n'accordera pas de visa aux pèlerins, aux candidats au pèlerinage guinéen. Il y a une rencontre d'échange là-dessus samedi au niveau du secrétariat général des affaires religieuses et à l'occasion de laquelle le représentant de l'OMS en Guinée a tenté de répondre aux inquiétudes des fidèles musulmans guinéens. Il a dit que c'est vrai que les pays se réfèrent aux recommandations de l'institution, de l'Organisation mondiale de la santé, mais les pays restent et demeurent souverains. Donc ce qui veut dire que l'Arabie Saoudite est souveraine, elle peut ne pas accorder de visa à un pays où sévit des maladies, c'est clair. Allez, on va évoluer. Secteur de pêche, un cargo a raisonné des intimidations en l'air. Moussa Moïsi, là, vous nous signalez. Oui, tout à fait, parce que on ne le dira pas assez dans le secteur de la pêche. Heureusement, il y a un nouveau ministre qui est en place. C'est pas du tout pour lui souhaiter la bienvenue, mais c'est pour attirer son attention sur ceux qui minent encore ce secteur. Nous restons toujours dans la liste noire. Je ne suis pas en train d'évoquer ce qui a déjà été dit, c'est un fait marquant parce que même... Non, mais attends, il faut aller en profondeur. Non, je vais en profondeur, voilà. Monsieur. Je ne vais jamais à la surface. Non, voilà, je vais aller en profondeur. Je parle avec des preuves. Bien. Même dans mon petit... Je n'ai pas dit que tu ne parles pas avec les preuves, Moussa. Quand tu dis qu'il y a des intimidations en l'air, ça veut dire quoi exactement? C'est encore Kaba Pêche? Non, pas du tout. Il n'y a pas Kaba Pêche, il n'y a que Moria Pêche. Les grandes gueules. Ce que je veux dire, c'est que c'est un cargo qui bat pavillon guinéen du nom de Somang. Somang, oui, Somang. C'est Somang. Voilà, allez-y Moussa. Voilà, parce qu'il faut faire la différence. Les cargos, généralement, ça ne pêche pas. C'est plus grand, c'est plus vaste. Ce sont les chalutiers qui pêchent. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a ce petit nom qui est collé qu'on appelle chalut. Donc, ils travaillent avec. Et ce sont les cargos qui très souvent utilisent les produits de pêche qui sont bien entendu pêchés par les chalutiers à mer. Et quand cela se fait à mer, c'est du transbordement. Et le transbordement nécessite une autorisation. Ça se fait avec un document légal et conforme. Et bien, le cargo Somang, du côté de la Guinée-Bissau, a reçu des sacs de poissons. Des sacs de poissons en destination de Conakry. Et du côté de Conakry, le cargo a été arraisonné. Il appartient à la société de pêche Joliba Pêche. Vous savez qui est le propriétaire? On ne connaît pas. Non, mais c'est qui le propriétaire? Non, on ne connaît pas. C'est Sorel Doumbouya. Et bien, à ce niveau, il y a un inspecteur, un jeune inspecteur de pêche dont j'ai parlé plusieurs fois dans cette émission, parce qu'il est quand même à l'origine de plusieurs arraisonnements, et cela lui a valu des sanctions parce qu'il a été comme ça à un moment donné. On l'a fait revenir au temps de parce qu'il a raisonné le bateau de Sorel. Non, pas parce qu'il avait arraisonné le bateau de Sorel, mais à l'époque, il avait arraisonné le bateau d'un puissant de ce pays. Quel puissant, Moussa? Mais écoutez, c'est de l'histoire ça. Oula, mais comment ça de l'histoire? Je vais parler de tu es sur les GG là, Moussa Moïsi là. Sort de son mariage. Il y a un moment, il faut arrêter là. Je sais pas trop ce qui se passe là. Franchement, mais vas-y, il faut le cracher. C'est qui exactement? C'est bien que lui me dise que la jeune génération m'écoute. La jeune génération t'écoute. C'est qui exactement? Je ne suis plus un jeune. Maintenant, ce que je veux dire, oui, je ne suis plus un jeune. Ce que je veux souligner. Tu l'étais? Oui, ce que je veux souligner, c'est que quand même cet inspecteur de pêche. C'est qui ce gros bonnet, Moussa? Mais écoutez, c'était au temps de monsieur. C'était au temps de l'ancien ministre Tata Vieux. Et alors? Vous comprenez? Oui. Eh bien, mais après,
Ça mérite pas Mais d'être non, éclairé. Moussa, mais attendez quand même. Là. Écoutez, Je le reconnais plus, là, franchement. Je veux parler des faits. Je ne te reconnais plus. Laissez-moi parler des faits, Mais s'il vous c'est plaît. ce que je suis en train de faire. Je justement, veux qu'on t'écoute. parle moins des personnes, mais plutôt des faits. non, Mais ça y est, ça va. Non, mais il sort de son mariage, la tête en l'air. Ben voilà, oui, c'est cela. Non, vous serez satisfait à la Les faits sont posés par les hommes. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. C'est pas une bonne manière de m'accueillir quand même. Hein. Alors, ce que je veux souligner, c'est que le tapis rouge, voilà, merci. Eh bien, ce cargo a été arraisonné. Le document de transbordement qui a été brandi, le document de transbordement qui a été brandi. Non, mais écoutez, laisse-moi aller jusqu'au bout, Roby. Le document de transbordement qui a été brandi. Vous avez parlé de Sorel Doumbouya un instant. Oui, c'est pour. Voilà. Somang lui appartient. Oui. Somang C'est lui le même gros appartient. bonnet. Oui. Eh bien, lorsque le document de transbordement a été brandi, le document de transbordement doit comporter des informations très précises. Ça doit non seulement donner la quantité, le stock qu'il y a dans le cargo, mais également cela doit également donner des informations sur les espèces qui ont été pêchées. Suivez s'il vous plaît l'ami Guérassi, c'est pas la peine de balancer la tête. N'essayez pas de me déstabiliser. Mais non, je ne te déstabilise pas, Moussa, mais allez droit au but. C'est quoi cette histoire? Oui, mais on va les laisser parler. Allez-y, là, justement. Mais oui, depuis combien de temps? Donc, j'ai pas besoin de. Ok, allez-y. Je ne te regarde même plus, quoi. Voilà. Très bien. Et donc, lorsque le document de transbordement a été brandi, il fallait que cela soit conforme à ce qui est à l'intérieur du cargo. C'est-à-dire le nombre de la quantité pêchée, mais également les espèces qui sont pêchées. Parce qu'on donne les licences en fonction de cela. On donne les licences pour les espèces pélagiques, mais aussi pour d'autres espèces, parce qu'il y a plusieurs types de pêche. Eh bien, lorsque c'est brandi, on se rend compte que ce qui est inscrit sur le document de pêche, c'est-à-dire le document de transbordement, est loin de la réalité, c'est-à-dire de ce qui se trouve dans le cargo. Non seulement en matière d'espèces, c'est-à-dire les espèces de poissons qui ont été pêchées, c'est pas ceux qui se retrouvent dans le cargo, mais aussi sur le critère du nombre. Parce que le nombre également, c'est important, cela doit être mis sur le document. Donc, on a menti sur les deux informations, et le nombre et les espèces qui ont été pêchées. Et cela a une grave conséquence. C'est qui le locataire de ce cargo, Moussa? Mais je vous ai dit son nom, mais c'est un cargo qui bat pavillon guinéen. Il appartient à la société Joliba Pêche. Ok. Voilà, vous comprenez? Oui. Eh bien, cela a plusieurs conséquences. Quand on donne de fausses informations de la sorte, on ne saura jamais la provenance des poissons qui ont été pêchés. Les poissons sont comme des animaux. Il faudrait qu'on sache s'ils viennent de la Moyenne-Guinée ou de la Haute-Guinée. En mer, c'est pareil. Il faudrait qu'on sache... Il y a des catégories. Il y a des catégories. Il faudrait qu'on sache quel est le chalutier qui vous l'a donné. Parce que, n'oubliez pas, comme il y a des véhicules volés et qui sont recherchés par Interpol, en mer, il y a des bateaux pirates aussi qui sont recherchés. Et donc, quand c'est un bateau pirate qui effectue en mer une activité illégale, en clair, qui donne ce qu'il voulait le faire comprendre ce matin, le bateau de Djeliba Pêche, c'est un bateau pirate. c'est pas un bateau pirate. Ah, ben, attendez, mais ça il a va, reçu ça lui des comprend. poissons. Moi, c'est comme le lutteur, en fait. Non, je ne comprends pas. Voilà. Suivez bien mon raisonnement. Allez-y. Il a reçu des quantités de poissons dont on ne connaît pas la provenance. Cela vient de quel chalutier? Puisque lui ne pêche pas, il reçoit des quantités de poissons. Le document de transbordement aurait dû comporter non seulement le nom, mais également sur les cargaisons, on aurait dû voir sur les cartons de poissons le nom du bateau, du chalutier qui a donné le poisson. Parce que cela permet de faire une certaine traçabilité, de lutter contre la pêche INN. N'oubliez pas que cela est une grave violation du code de la pêche. Mais aussi, ce qui est assez grave, c'est que on nous apprend qu'il y a quand même des bras longs du côté de la présidence qui essayent, parce que je mène les enquêtes, nous reviendrons là-dessus, qui essayent d'intimider le jeune inspecteur de pêche, mais également le directeur du Centre national de surveillance de la pêche, M. Koikoy, qui tant bien que mal fait son boulot, pour ne pas que ce bateau soit pour ne pas que la procédure suive son cours. Parce que si la procédure suit son cours, le contenu va être revendu, mais également il y aura certaines saisies. Ouais. Donc c'est d'attirer l'attention du nouveau ministre. Il vient d'arriver, on a donné le cas de Sina Farey quand il était allé voir le même directeur pour une sorte d'intimidation afin qu'il puisse relâcher des chalutiers. Il ne faudrait pas qu'il ferme les yeux. C'est un cas, c'est un exemple qui vient de se passer. Je suivrai le dossier jusqu'au bout. On saura qu'est-ce qui va être fait, est-ce que l'intimidation va porter ou bien la procédure normale suivra son cours. Parce que c'est une honte nationale que nous soyons encore le seul pays sur la liste noire des pays tiers non coopérants en matière de pêche, INN. Ouais. Donc nous sommes quand même dans le viseur de l'Union européenne. On ne peut pas se permettre de continuer avec de telles pratiques. Nous perdons, puisque nous sommes dans une zone sous-régionale, nous perdons 170 milliards de francs CFA en matière de pêche INN, sans compter les conséquences sur les communautés villageoises qui vivent de la pêche. Lorsqu'on pêche, il faudrait respecter les procédures parce que c'est un secteur pourvoyeur d'emploi, mais un secteur pourvoyeur de fonds.
Faut pas qu'on l'oublie. Voilà. Allez, on peut donner raison, Tamba, bonjour. On peut donner raison à Moussa Moïse, parce que, à écouter la dernière fois la passation de service, en ce qui concerne l'ancien ministre de la Pêche qui était là, qui a demandé carrément la bénédiction de sa maman. J'ai écouté ça à la radio. Je pensais que c'était un théâtre. Franchement, mais après, à la fin du compte, on s'est rendu compte. Et le monsieur, quand il est parti dans le nouveau département, il a dit qu'il ne connaissait rien du tout dessus. Je me dis quelque part, au moins, il a avoué quelque chose. Je parle de Lucien Camara, évidemment. Avouer, Lamine, c'est une chose. Mais le problème que nous avouons lorsque tout a déjà été détruit. Voilà. Ça sera rien d'avouer. Mais quand même, mais c'est vrai. Lucien Camara va faire quoi? Il va nous sortir. Il va dire quoi? Il va avouer quoi? Quand il était en fonction, il avait pour responsabilité de travailler. Faut pas venir détruire les choses, être dans la corruption, détruire toutes les structures et après faire un semblant de mea culpa. Il y en a marre dans ce pays-là que lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, vous ne faites pas le travail et lorsque vous aurez quitté, vous avez amassé autant d'argent et que vous la coulez douce dans les hôtels et partout ici et après vous nous dites que vous avouez. C'est pas la peine d'avouer dans ce pays-là, qu'on arrête de leurrer le peuple. Quand vous êtes en fonction, travaillez, parce qu'après si vous avouez pour rien du tout. Voilà. Je comprends Roby parce qu'il avait vraiment soif et faim de parole. Eh ben oui. C'est pourquoi je l'ai laissé continuer. Allez-y, Tamba. Alors, je pense que le problème n'est pas simplement d'avouer ses faiblesses. Moussa Moïse vient de décrire quelque chose. Et ça existait avant. Et ça risque de continuer. Nous sommes face à ce qu'on peut appeler un problème systémique. Lorsque vous avez affaire à un système, c'est là le gros du problème. À mon avis, il faut deux attitudes. Éviter, ça c'est pour le nouveau ministre que je suis en train de le dire, il faut éviter de venir avec des appréhensions, des a priori sur des gens, des jugements préconçus. Justement. Pour dire par exemple qui est telle personne qui serait contre. Il faut donc éviter, justement, il faut éviter d'écouter. Il faut plus observer, être sur le terrain et voir les choses. Et agir. Et la deuxième des choses, et c'est justement là où j'en viens, agir courageusement. Parce que agir est une chose, mais si on n'a pas le courage d'affronter tout un système, parce que le problème qu'il y a au niveau du département du sport, de la pêche, à mon avis c'est cela. Ce n'est pas les ministres qui arrivent, qui sont à mon avis le problème, mais quand vous venez tomber dans un système beaucoup trop fort, au point de ne même pas pouvoir percevoir, oui, lorsque c'est l'aveugle qui vous conduit, vous êtes amené à tomber. Si celui qui vous oriente veut que vous tombiez, si les cadres et les techniciens du ministère de la Pêche veulent que vous tombiez, vous tomberez. Ce que je demanderai à ce ministre, ce sont donc ces deux choses. Éviter les a priori et avoir le courage de faire respecter les textes qui existent et éviter surtout de tomber dans le fait de la mainmise où ça parlait de s'écouter à tantôt. Il faut éviter cela. Allez, on va évoluer, Djibril. Alpha Condé en Haute-Guinée, un discours en tout cas, qui fait des vagues, c'est bien cela, oui. Oui, tu as pris ton temps, allez-y Djibril. Allez-y mon gars. Allez-y. Djibril, allez-y. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, la dictature, la parole existe bien. Dans les grandes gueules. Mais ce que je voudrais dire, je vais revenir, parce que moi, il faut que je parle des billets de 20 000, il faut que je parle du discours de Alpha Condé, et il faut aussi que je parle du Hadj. C'est important. Je souhaiterais faire de même. Mais ce qui est important, on a lu sur un site d'internet, un site d'information très prisé, très lu de la place, c'est Guinée News, les propos du président de la République qui ont été rapportés. Si ces propos sont bel et bien tenus par le chef de l'État, ce serait assez grave. Parce que le chef de l'État, encore une fois, et il faut quand même le dire, il est coutumier du fait. Il joue sur la braise fumante de la division ethnique. Il dit en substance, si l'on en croit les propos qui sont rapportés par Guinée News, que les Malinqués avaient la bouche dans le sac avant qu'il arrivait au pouvoir. Je pense qu'il faut éviter d'amuser la galerie. Nous sommes dans un pays où le tissu social est encore en lambeaux. Il faut pas tirer encore, il faut pas s'appuyer s'arc-bouter sur sa communauté, même si c'est ce que font la plupart des grands partis politiques de ce pays. Il faut bien le reconnaître. Il n'est pas le seul à le faire. Mais dans le même discours, il y a quand même quelque chose d'assez positif. Il cherche en quelque sorte à définir ce que c'est qu'un malinqué. Il dit que lui n'est pas malinqué que les autres. Il n'est pas plus malinqué que les autres. Il parle moins malinqué. Il est né à Boké, grandi en France. Mais il souligne surtout que être malinqué, ce n'est pas parler le malinqué, mais c'est se battre pour l'intérêt des populations. C'est quand même un pan de son discours qu'on peut qualifier de
de positif. Même Non, pas. non, pas du tout. Non, écoutez, on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est quand même un pan du discours. Il faut tout jeter. Non, non, pas du tout. Je suis désolé. Il y a des pans de ce discours qui ne sont pas systématiquement à rejeter. Ce qu'on condamne, c'est l'utilisation du mot malinqué. Je pense que le président de la République n'est pas le président des malinqués. Il n'est pas le président de la Haute-Guinée. Et quand il dit dans un pan de ce discours qu'il s'excuse que les artistes qui l'ont attendu pendant longtemps n'aient pas pu jouer, et pour les contenter, il va remettre 250 millions. C'est quand même assez grave. Si... Ouais, mais, non, mais écoutez, il y a problème. Il y a problème. Écoutez, on ne peut pas, parce que des gens n'ont pas pu jouer à temps, on a fait attendre des artistes, on ne peut pas quand même se proposer de leur offrir de l'argent. Je pense que... Non, écoutez. Bien. Non, c'est pas léger, ça ne se fait pas comme ça. Nous sommes dans un pays, quand les jeunes ne sont pas contents... Non, c'est pas son argent. On va s'écouter, les gars, c'est très important. Voilà, Djibril, pour l'instant, vous ne passez pas à l'antenne. Vous ne passez pas à l'antenne. Vous ne passez pas à l'antenne. Allez-y, mon gars. Sortez de ces considérations bénignes en disant que c'est son argent ou pas. Le problème n'est pas là. D'abord, je suis d'accord avec Djibril quand il parle, quand il est en colère par rapport à ces 250 millions. C'est normal, c'est une colère positive. N'est pas un distributeur automatique d'argent dans les villes. Si vous avez envie de soutenir la corporation artistique, il faut donner les moyens au ministère de la Culture et leur dire de soutenir. Vous n'allez pas quand même aller dans un stade et dire aux artistes, vous étiez là depuis des heures, je vais vous donner 250 millions, comme si c'est un père qui donnait un prix de beignet à son fils. Ça ne se passe pas comme ça. Dans un deuxième temps, ce que je voudrais dire, c'est que c'est grave le discours du président de la République quand lui-même, que le discours se tienne à Cancan ou qu'il se tienne à Zérékoué ou je ne sais où, le président de la République doit savoir qu'il s'adresse à tous les Guinéens. Et tous les Guinéens ne veulent pas dire malinqué. Le problème avec le président Alpha Condé, c'est qu'il n'arrête pas de parler à ses militants. Je pense que c'est très grave. Il faut s'adresser à tous les Guinéens. Lorsque vous stigmatisez une couche sociale de votre pays, évidemment que vous participez à la frustration de cette couche. Qu'il sorte de ces logiques de malinqué, Soussou, Pearl, etc. à chaque fois dans son discours, parce qu'il est le père de la nation. C'est lui qui doit donner l'exemple. C'est lui qui doit faire en sorte que l'ethnocentrisme et le communautarisme cessent dans notre pays. Mais si à chaque fois dans ses discours ressort le terme malinqué, Soussou, etc., je pense que ça ne participe pas de la consolidation du tissu social. Allez-y. Je préfère analyser le discours que dire que le président a donné 200 millions ou 250 millions. S'il vous plaît. Ça ne me regarde pas du tout. Il est libre, à mon avis, c'est son choix. S'il a de l'argent à distribuer, ce que je souhaite, que ce ne soit pas l'argent du contribuable guinéen. Si ça sort de sa poche, s'il vous plaît, écoutez, il a quand même une caisse de souveraineté. Ne m'amenez pas sur ce terrain, c'est pas mon problème. Je m'en fous qu'il donne de l'argent à Pierre ou à Paul, ça ne me regarde pas. C'est le discours qui m'intéresse. Ce que je dis, tout simplement, le président devait revoir sa communication. Et aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que le président, parfois, peut parler à ses militants, s'il est face à ses militants. Parfois, il peut parler au peuple. C'est des boutades. Oui. Non, écoutez, ça arrive. Parfois, on a... Non, écoutez. S'il est ici qui n'a qu'à se débarrasser. Mais voilà, allez-y, Ahmed. Qui n'a qu'à se débarrasser de chef de parti. Allez-y, Ahmed. Il ne faut pas dire une chose et son contraire. Allez-y, Ahmed. Je suis en train de placer... Je parle là de communication. Oui. Si on ne sait pas c'est quoi la communication, on laisse expliquer. Je dis bien, quand on est face à ses militants, on parle à ses militants. Quand on est face au peuple, on parle au peuple. Ça arrive. Le président peut se retrouver face à ses militants. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Oui, mais sauf que lors de cette invitation, se retrouver dans chaque discours du président de la République. Sauf que quand le président est parti, à mon avis, ce que je pense, c'était plutôt des militants du RPG qui l'ont accueilli. C'était des militants du RPG qui étaient dans ce stade. Voilà. De toute façon, c'est un point de vue. C'est qui reste clair. Je dis bien que le président devrait, à un certain moment, quand même revoir son discours. En utilisant un certain nombre de mots, il faut quand même faire très attention, parce que le pays, comme Djibril l'a signalé, le tissu social est assez fragile pour utiliser un certain nombre de mots. Quand on dit que les malinqués avaient la bouche dans le... Je pense que ce n'est pas le moment de le rappeler, même si à un moment on a constaté que c'était le cas, mais aujourd'hui je pense que l'heure n'est pas à parler de ce genre de choses. Il faut plutôt parler d'autres choses. Je pense que le pays vit une situation, c'est ce qu'il faut plutôt régler. Allez-y. Je pense que le président a dit d'autres bonnes choses. Pour revenir sur les propos d'Ahmed, il a dit par exemple la relance du projet coton, de l'usine de jus de fruits, etc., la briqueterie. Mais quand il dit que quand il est arrivé au pouvoir, les malinqués avaient la bouche dans le sac, je pense, posons-nous la question,
qu'est-ce qu'il veut insinuer par là? Ouais. Est-ce qu'il veut dire que maintenant, ce n'est plus le cas, maintenant, les Malinqués sont... Non, mais je pense que c'est... Oui, mais voilà. C'est non, dangereux. non, attendez, N'allons pas tomber. je vais N'allons pas tomber. je vais Non, oui, comprendre je la comprends. hauteur, s'il vous plaît. N'allons pas Oui, tomber mais dans la hauteur. N'allons pas tomber dans la populace. Voilà. Mais ce que j'ai C'est dit, dangereux, voyez-vous, la portée. je voulais dire que jusqu'à ce qu'on écoute l'intégralité du discours du président, parce qu'on va la voir, il y a eu des informations qui circulaient sur la toile. Je pense qu'il faut faire très attention. Sur un certain nombre de sites, on a attribué des propos au chef de l'État. Je pense que ce n'est pas vrai. Et il y a même des leaders politiques qui commencent à s'engouffrer dans la brèche. Ce n'est pas vrai, il faut faire très attention. C'est vrai qu'il a parlé on a rapporté ce qu'ils viennent, en ce qui concerne les Malinqués et tout. Mais est-ce que le président a parlé d'une autre communauté qu'il a présentée comme des étrangers? Ce n'est pas vrai, il faut faire très attention avec les informations qui circulent sur un certain nombre de sites internet. Voilà, bienvenue chez les GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, on s'intéresse aux vrais gens dans cette émission en direct. Alaï Dissou, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Alors Aladi, dites-nous un peu comment est-ce que, dans quelles conditions vous avez pu réaliser ce reportage et au finish, qu'est-ce que vous retenez? Voilà Lamine, vous le savez bien, vous avez demandé à Pamo Alexandre de me rencontrer. Je suis étonné de le voir ici à la radio. Quand il est venu, j'ai pris ses coordonnées, il me fallait aller le trouver sur le terrain. Mais quand je l'ai rappelé, il m'a dit que même pour venir à la radio, il a tapé à pied. Imaginez-vous Lamine, il a quitté Safatou, c'est quelque chose de 6 à 7 km du centre-ville de l'Abbé. Donc ça m'a personnellement touché d'abord. Je l'ai trouvé sur le terrain là-bas. C'est des étudiants qui sont parfois dans des maisons inachevées. Ils sont obligés de vivre là en groupe. Vous l'avez écouté, ils préparent ensemble là-bas, tour. Donc c'est assez compliqué. L'Abbé a un problème. Le centre universitaire est entre l'Abbé et Pita, c'est-à-dire au moins à 20 km de l'Abbé et à 15 km de Pita. Donc, l'autre chose aussi, le centre universitaire n'arrive pas à accueillir tous les étudiants qui sont à ce niveau. Il y a une partie qui est de ce côté à Afia, l'autre partie est à 7 km de la ville de l'Abbé, c'est-à-dire à Safatou. Donc ces élèves, ces étudiants, ils arrivent parfois à faire 2-3 mois. Imaginez-vous, comme un jeune comme Pamo Alexandre qui quitte la forêt, il reste ici à l'Abbé, n'a pas de famille, n'a personne vers qui se tourner. Il reste 2 mois sans toucher ce maigre pécule de 105 000. Donc, c'est vraiment pitoyable. C'est vraiment, je pense qu'après Alaïdi, il faut tirer l'échelle, il n'y a rien à dire. C'est cruel, c'est une tranche de vie assez émouvante des conditions de vie de nos étudiants. Moi, je pense que si on ne peut pas mettre toutes les conditions de vie, d'encadrement des étudiants, il ne faut pas créer des centres universitaires de ce genre du côté de l'Abbé, entre l'Abbé et Pita. C'est pratiquement en pleine brousse où il n'y a pas d'eau, il n'y a pratiquement pas de vie. Les étudiants restent sans bourse pendant 2 mois. Et imaginez le calvaire, la galère de ces étudiants qui viennent d'autres régions et qui savent même pas, qui peuvent même pas se nourrir, qui peuvent pas se prendre en charge sur aucun plan. Alaïdi So nous a raconté que ce monsieur est venu comme on dit, sur l'acné du Dieu. Il a marché pour arriver à la radio espace du côté de l'Abbé Centre. C'est assez cruel. Moi j'ai dit que ce ministre pratiquement à mon avis n'a apporté aucun changement. Ce n'est que de la gouvernance de l'administration qu'il fait,
au niveau des universités. Mais dites-moi, quelle réforme a-t-il conduite dans ce secteur-là pour qu'au moins s'il y ait un changement? Il a parlé des difficultés de restauration, des garçons qui sont obligés de se mettre ensemble pour préparer à tour de rôle. Il n'y a pas de système de restauration. À l'époque, nous, on était à l'université, il y avait la Sareco qui existait, où tu pouvais assurer et prendre les 3 repas avec 500 francs guinéens. C'est vrai que les choses ont changé. Maintenant, on avait le petit déjeuner à 100 francs le matin, le déjeuner et le dîner le soir à 200 francs. Ce qui fait que on avait un pécule de 40 000 francs à l'époque, mais on assurait les 3 repas du mois à 15 000 francs guinéens. Vous voyez un peu. Ouais. Donc l'État peut réinventer le même système pour permettre aux étudiants de se nourrir dans les facs. Et récemment, on était du côté de l'île. C'est pas possible, Lamine. Ouais, toutes les conditions sont réunies. Quand même, non, on peut pas faire la. Je comprends très bien, Bakar. Non, mais je comprends très bien ce que tu dis. C'est tellement révoltant que c'est juste pas possible. Alors, ce jeune nous a appelé de la libre antenne. J'ai demandé à Aledi d'aller le rencontrer parce que c'est un cri de cœur. On ne peut pas laisser ça à côté. C'est pas possible. Juste un moment qu'il faut qu'on se réveille à se dire c'est pas des animaux. Quand vous partez du côté de Kindia, c'est pareil. Quand vous partez du côté de Bokeh, c'est pareil. Il y a un moment, il faut qu'on se réveille. Non, même à Conakry, voilà. Il faut parler d'une vie de forçat parce que vous soulignez le cas de Kindia. L'année dernière, Oumar Bari qui est dans ce studio ne me dira pas le contraire. Lorsque nous sommes allés en éclaireur, nous avons pu conférer avec certains étudiants du centre universitaire de Kindia, mais ce qu'ils nous ont raconté, on a même eu sur le plateau un étudiant, le porte-parole des étudiants, qui a parlé de conditions de vie. Mais qu'est-ce qui fait l'État des pécules de lance-roquettes? Non mais écoutez, l'État ne fait absolument rien. C'est pas pour rien quand les enfants sont orientés à l'intérieur du pays, beaucoup réchignent à y aller parce que ils estiment que toutes les conditions ne sont pas créées pour non seulement des études adéquates, mais aussi des conditions de vie qui leur permettent d'étudier dans un cadre idéal. La situation à l'Abbé, c'est une situation qui est assez symptomatique de la vie des étudiants à l'intérieur du pays. Je pense que Abouakar l'a dit, le ministre Telouel n'a qu'à essayer de se bouger. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Pour savoir un petit peu ce qui se passe, parce que c'est pas normal. Je pense que pas d'enfant. Allez-y. Lorsqu'on vous dit que vous êtes étudiant, l'étudiant, c'est à mon avis l'expression la plus correspondante du dénuement et de la misère. Non, mais c'est pas que j'ai envie d'exagérer. C'est quand même une condition que j'ai connue. Quitter l'intérieur du pays et venir habiter Conakry, à mon avis, il faut dire que c'est un constat des plus généraux. Là où nous sommes, c'est en fait cela le problème. Je vais dire 2 choses. Premièrement, c'est quand même un témoignage sur ce que je vois vivre les jeunes filles, parce que là, c'est quand même ce qui me pince le cœur. Ce sont des jeunes filles qui viennent, par exemple, de l'intérieur et qui habitent Conakry. Laisse-moi y aller. Ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de vous dire, Lamine, ce que je suis en train de vous dire, ce sont des jeunes filles qui quittent l'intérieur du pays et qui viennent, par exemple, à Conakry, qui habitent, qui trouvent une maison dans laquelle cohabitent hommes et souris. Il faut quand même le dire. Parce que ce sont des maisons à 30 000 francs. On sait ce que ça coûte. Ce sont des filles qui vont y habiter. J'ai vécu là. Et ce que je vous dis, c'est quand même un témoignage. Alors, ce qui se passe, c'est que à l'intérieur de ces universités, il y a ce qu'on peut appeler une sorte de prostitution estudiantine. C'est de la vérité, Lamine. Lorsque vous êtes amené à chercher à vivre par vous-même, là où vous savez que vivre est devenu compliqué sans l'apport de personnes mal intentionnées, entre guillemets, ça y va comme ça. Mais tu posais tantôt la question, qu'est-ce qui se passe au niveau du département ? En Guinée, je vais vous dire ce qui se passe. Tout ce qui vit et qui bouge en Guinée, c'est que la politique. Les autres secteurs ont disparu. On ne parle pas études, on ne parle pas culture, on ne parle pas sport, on ne parle de rien, à part cette politique qui nous divise. Voilà, mais écoutez, les vrais gens... Allez-y. Non, mais pendant ce temps, le ministre Telouel, c'est ça, il nous parle de l'iPad, de l'étudiant, etc. Quel étudiant qui va utiliser l'iPad le ventre vide? Bon sang de Dieu, je pense qu'il y a des choses basiques qu'il faut faire. Ce que Tamba est en train de souligner, c'est tellement important que lorsque vous faites un tour du côté de Sonfonia, raison pour laquelle vous vous rendez compte que les jeunes filles sont obligées de vendre leur chair pour vivre. Voilà. La dernière fois, lorsqu'on a pointé du doigt le fait qu'on nous fasse sortir sous terre un Diamond Plaza qui ne sert plus à rien. Mais non, mais c'est vrai, de l'argent doit être investi. L'un des programmes, l'une des félicitations que le président Alassane Ouattara a reçues de
l'international, c'est quand même le fait qu'il ait mis l'accent sur la formation dans son pays. Il a quand même remis sur pied la grande université Félix Houphouët-Boigny. Allez-y voir, c'est bien, c'est beau, les étudiants y habitent, les étudiants étudie dans des conditions décentes. La formation est très accentuée du côté de la Côte d'Ivoire. Le ministre, mon cher ami, le président de la République aime bien dire, le président de la République aime bien dire que le fonctionnaire guinéen n'est pas formé, le fonctionnaire guinéen n'aime pas lire, les étudiants guinéens ne vont pas lire quand il fait noir dans le quartier, les étudiants guinéens ne vont pas lire quand ils n'ont même pas à manger, quand on n'arrive même pas à leur payer 100 copecs de francs guinéens. Je pense qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Il faut, si vous voulez parler de formation, il faut faire en sorte que cette génération-là, qui sont pour le moment en train d'étudier, ne tombent pas dans la même situation que ce que vous dénoncez tout le temps. Je pense que le président a un grand rôle à jouer dedans. Nous parlons du ministre Talibé, mais il aime bien accentuer lui son discours. Teluel. Il aime bien accentuer lui, le professeur Alpha Condé, son discours sur les étudiants et etc. et la non-formation. Il est quand même professeur, il a étudié dans les conditions. Je pense qu'il devait prendre le rôle sur lui d'investir dans l'éducation dans notre pays parce que c'est ça le futur. Si vous remarquez, toutes ces personnalités, les enfants se trouvent ailleurs. De toute façon, à l'étranger. Oui, la plupart. La plupart. Il faut quand même souligner la mine, c'est différent. C'est pas pareil. La mine immigrée de la première heure. Ce qu'il faut dire, c'est quand même de souligner que l'État, comme Ahmed aussi, l'État ne peut pas. Et là, je peux du côté de Paris. Allez-y. L'État, il faut pas se leurrer. C'est un vain traquenard que de penser que l'État peut résoudre l'ensemble des problèmes du monde étudiant. C'est pas possible. L'État ne peut pas donner à chaque fois 200 000, 300 000 par étudiant. On a tous été étudiants. Je sais. Non, écoutez, laissez-moi parler. L'État ne peut pas continuer. Non, écoutez. Écoutez, oui, c'est normal. Écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'État. L'État peut créer les conditions pour les études. L'État doit construire des infrastructures, je suis d'accord. L'État doit mettre à la disposition des étudiants des cadres compétents qui sont habilités à donner des enseignements vraiment assez à la hauteur. L'État doit créer les conditions qu'il faut pour que les étudiants puissent bien étudier. Mais en ce qui concerne les pécules, je pense qu'il faut revoir la stratégie. Non, souffrez s'il vous plaît. Non, Moussa, ne pas de guerre ici quand même. J'aimerais, parce que je les ai écoutés, je ne partage pas le point de vue des pécules. Je ne partage pas le même point de vue que ce que je veux dire, c'est qu'on peut utiliser cet argent. Écoutez-moi s'il vous plaît. On peut utiliser cet argent pour autre chose. Il est sans cœur. Je sais pas parce que je suis sans cœur. Ça ne sert à rien du tout parce que tout simplement, non seulement ça ne résout pas les problèmes des étudiants, mais en même temps, il y a une énorme corruption là-dedans. Vous savez que les morts, les étudiants décédés ou qui sont partis à l'étranger, on bouffe les pécules. Vous savez qu'ils continuent encore, l'État continue encore de verser les pécules. Mais non, ça n'est pas une raison. C'est la faute à qui? On avait commencé un recensement. Écoutez, revenez un peu en arrière, vous allez comprendre. Il y a une énorme magouille dans cette histoire des pécules. On ne peut pas continuer à aller avec. Il faudrait que l'État pense à investir dans le secteur au lieu toujours de confier chaque année des étudiants à des prestataires de services. Parce que les universités privées, c'est cela, ce sont des prestataires de services qui ne représentent. Allez-y, Ahmed. Non, c'est la mine. Oui. La dernière chose que je veux dire, puisque vous êtes très pressé de m'arracher la parole, oui, c'est quand même de souligner une chose. Les pécules ne vont pas résoudre le problème des étudiants. L'État peut utiliser cet argent pour améliorer les conditions d'études des étudiants. C'est la meilleure chose. Merci beaucoup. Allez-y, Ahmed. Heureusement que je ne suis pas seul à analyser de la sorte. Je veux rappeler aux uns et aux autres, dans tous les pays pratiquement, ou que ce soit même dans les pays africains, ou même la Côte d'Ivoire, le pays sur lequel vous prenez l'exemple, il y a des étudiants qui reçoivent des pécules à la fin de chaque mois. Mais vous savez comment? C'est par mérite. C'est par mérite. Depuis, s'il vous plaît, peut-être que vous donnez des approches de solutions, mais c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Depuis le collège, depuis le collège, vous avez des élèves qui perçoivent à chaque trimestre de l'argent tout simplement pour avoir obtenu de bonnes moyennes à l'école. Donc ça peut bien se faire ici. Je pense que ce n'est pas la question des pécules qui va résoudre. L'État a son rôle à jouer. Les étudiants ont aussi leur rôle à jouer. Je vais juste prendre l'exemple sur Aboubakar. Je pense que Aboubakar n'a pas percé là. S'il vous plaît. Arrêtez. Je peux continuer s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Après vous avez le temps, vous pouvez défendre. Personne n'a insisté sur les pécules. Je dis bien. Vous faites votre raisonnement. Nous avons décrit les conditions de vie exécrables des étudiants. On s'arrête à ça, point barre. Je veux dire à Aboubakar
qui n'a pas percé l'abcès quand il parlait tout de suite, je sais pas, de l'île ou de Norvège ou de quoi. Ouais. Je veux dire à Boubacar que les États-Unis, l'un des pays, le pays le plus puissant, la France, s'il vous plaît, la France, l'un des pays les plus puissants du monde. Quand vous allez, vous avez des étudiants qui n'arrivent même pas à se prendre en charge. Vous avez des étudiants qui ne mangent pas. Vous avez des étudiants qui ont du mal. S'il vous plaît. Vous n'allez pas comparer quand même. Non, je ne compare pas. C'est pour vous dire quoi exactement? Que la question des étudiants, c'est quand même une question globale. C'est une question un peu partout dans le monde. Les étudiants sont les plus endettés aux États-Unis, tout simplement parce qu'ils ont besoin de sous pour étudier. Je dis bien, ce que je demande à l'État, c'est de jouer son rôle, c'est de jouer sa partition. Construire vraiment des centres d'accueil pour ces étudiants où il y a quand même des conditions, où il y a l'eau, il y a l'électricité, et aussi les aider s'il le faut côté cantine pour les permettre de moins dépenser. C'est ce que je demande à l'État, mais l'État ne pourra pas prendre tout en charge. C'est pourquoi je pense que la question des pécules aujourd'hui, si on arrive à gérer cette manne, donc pour vous c'est de l'assistanat là? Oui, cette manne peut nous aider. La mine, oui, je défends comme ça. Oui, on peut pas avoir la même perception de cela parce que peut-être que vous avez continué pendant votre cursus scolaire à prendre ces sous. Je pense que beaucoup d'étudiants dans d'autres pays ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Et la question des pécules, ce que vous ne savez pas, ceux qui sont orientés en public perçoivent les pécules. Est-ce que vous vous êtes posé la question, ceux qui sont orientés dans les universités privées, comment ces étudiants font? Ils ne perçoivent rien. Ils ne perçoivent rien. Allez, ça chauffe chez les GG. Mesdames et messieurs, on va revenir dans un instant. On marque une pause de 10 minutes. Toute l'équipe des GG, c'est dans moins de 10 minutes sur Radio Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.